De la communauté universitaire et membres du grand public, je vous souhaite la bienvenue à cette seconde conférence soulignant le 40e anniversaire de l'Université du Québec en Outaouais. D'abord, je tiens à préciser que cette rencontre sera enregistrée en vue d'une publication sur le site de l'UQO. Nous vous remercions d'accepter l'enregistrement si désiré. Notre conférencière aujourd'hui est Catherine Turgeon, professeure et chercheure au département des sciences naturelles, dont les projets de recherche sont offerts à l'ISFOR, l'Institut des sciences de la forêt tempérée à Ripon, dans la région de la Petite-Nation. L'ISFOR, rattaché à l'UQO, est le premier institut au Canada dédié à la forêt tempérée. Cette année, cet institut célèbre son 10e anniversaire. Je me présente, Véronique Leblanc, et c'est à titre d'agente d'information et de recrutement que j'ai le privilège d'être avec vous pour animer cette activité permettant de mettre en valeur le savoir, les découvertes et l'innovation de l'UQO. Vous savez sans doute que malgré la richesse de milieux naturels, plusieurs espèces animales sont en situation précaire au Québec. Près de 50% des occurrences d'espèces en situation précaire sont observées sur des terres privées. Pour conserver ces espèces, il faut donc s'assurer de développer des liens de confiance et des ententes avec les propriétaires privés. Après analyse de cette problématique, Mme Turgeon dresse les grands constats dans le cadre de cette conférence. Précisons que cette présentation sera suivie d'une période de questions. Alors, vous pouvez les conserver par écrit ou en tête par la suite. Aujourd'hui, nous avons donc l'honneur d'accueillir Mme Catherine Turgeon, dont les études postdoctorales ont porté sur les pêcheries et l'écologie aquatique. Elle a notamment travaillé chez Hydro-Québec pour revenir dans le milieu académique suite à l'obtention d'un poste à l'UQO. Dans le cadre de son programme de recherche, elle s'est donné la mission d'intégrer la complexité socio-écologique dans ses projets de recherche pour une meilleure gestion et conservation de nos écosystèmes et de leur biodiversité. Mentionnons également que la professeure Turgeon est également co-titulaire de la CISCO, chaire de recherche sur les questions sociales de conservation. Cette chaire est financée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour faciliter la conservation des habitats fauniques sur des terres privées. Cette scientifique réussit aussi à conserver un peu de temps pour les loisirs, des passions qui se rapprochent de sa profession. Elle adore notamment les activités nautiques, dont les sports de planche et la plongée sous-marine. Et avant de replonger dans ses recherches, elle aime bien savourer de bons sushis et des cafés réconfortants. Alors, c'est donc avec grand intérêt que nous recevons cette professeure-chercheur investie. Alors, découvrons avec elle l'univers des sciences naturelles avec Madame Catherine Turgeon. Merci beaucoup, Véronique. Donc, je vais partager mon écran. Donc, merci à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes. Je suis charmée. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un des volets de ma recherche qui est finalement de s'intéresser à la conservation des habitats fauniques en terre privée. Donc, quels sont les grands défis sociaux et les outils innovateurs qui nous permettent de faire de la meilleure conservation en terre privée? Je vais juste m'assurer, c'est bon. Donc, je vais passer rapidement sur quelle est, moi, mon approche en socio-écologie, parce que, étant donné que c'est une science qui est interdisciplinaire, qui inclut de l'écologie, de la sociologie et de l'économie, je vais juste vous positionner, moi, où je me situe en socio-écologie avec une démonstration avec un petit cas d'étude que vous allez tous très bien reconnaître. Puis après ça, on va vraiment rentrer dans mes projets de recherche que je fais en équipe là, avec les collaborateurs dans CESCO, donc la chaire de recherche. Donc, mon approche en socio-écologie. Je vais juste tasser, je vois le… Parfait. Donc, pourquoi c'est important la socio-écologie? Bien, je vais vous l'apporter avec la saga qu'on est témoin encore maintenant, avec les cerfs de Longueuil. Et ça va vous mettre en contexte pourquoi c'est si important la socio-écologie. Donc, vous le savez, vous n'avez tous entendu parler dans les médias, la densité des cerfs dans le parc Michel-Chartrand à Longueuil a atteint 17 cerfs par kilomètre carré. C'est beaucoup trop. C'est 2 fois la capacité de soutien du milieu de l'écosystème. Et après une évaluation quand même très exhaustive des coûts-bénéfices de plusieurs options, la Ville a annoncé qu'elle allait euthanasier 15 cerfs pour protéger l'écosystème qui est extrêmement fragilisé. Donc, c'est la raison pour laquelle ils veulent faire un contrôle des POP de la population de cerfs. C'est parce que l'écosystème, la biodiversité dans le parc Michel-Chartrand est en train vraiment de s'effondrer.
Et vous connaissez l'histoire, le reste de l'histoire. Donc, on a été témoin dans les médias d'une saga incroyable. La mairesse de Longueuil menacée de mort, manifestation monstre contre l'abattage de chevreuils. Non à la massacre des animaux. Ici, le français laisse à désirer un peu. Même Maître Goldwater voulait faire appel à la justice pour sauver les cerfs de Longueuil, comme elles appelaient les Bambi. Donc, comment on a pu en arriver là? Hein? Parce que c'est assez logique. On a une surpopulation de cerfs dans un parc qui est très restreint. Les cerfs sont en train de détruire l'écosystème. Donc, logiquement, on devrait faire un contrôle de population. Donc, tout ça est très, très logique. Mais ce qu'on a peut-être mal fait ou mal considéré, c'est que l'humain fait partie de l'écosystème aussi, hein, des systèmes socio-écologiques. Donc, ce qu'on n'a peut-être pas bien fait, c'est de considérer émotions, croyances des humains et on est arrivé vers ce qu'on appelle des problèmes pernicieux ou des wicked problems en anglais. Je ne dis pas que ça aurait pu être évité, mais il y a peut-être une composante qu'on a mal fait parce que ce n'est pas vrai qu'en gestion et conservation des ressources, on fait des décisions qui sont rationnelles. Hein? On nourrit encore cette idée-là. On pense qu'on fait des décisions rationnelles quand on fait de la conservation et de la gestion des ressources, mais ce n'est pas le cas parce qu'il faut toujours tenir compte des émotions, des croyances des humains pour bien gérer notre système socio-écologique. Donc, moi, mon approche en socio-éco, c'est de vraiment, moi, ma formation de base, c'est vraiment écologiste de formation. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est de comprendre la dynamique des peuples et des communautés afin de s'assurer que notre système socio-écologique a une belle résilience, une bonne capacité d'adaptation. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre comment nous, les humains, nos comportements, nos croyances, nos décisions vont façonner l'espèce de stabilité du système socio-écologique. Donc, dans ma tête à moi, l'un ne va pas sans l'autre quand on fait de la conservation et de la gestion des ressources. Donc là, vous avez vu grosso modo quelle est mon approche en socio-éco. Maintenant, je vais vous montrer les travaux de recherche qu'on fait présentement avec la chaire de recherche CHESCO. Avant d'aller là, on se met en contexte la biodiversité au Québec. Donc, le Québec est riche en biodiversité. Hein. On a 30 800 espèces fauniques. Là, bien sûr, la majorité sont des invertébrés. On a à peu près 800 espèces vertébrées au Québec. On a une grande diversité d'écosystèmes. Mais malheureusement, on a quand même beaucoup d'espèces qui sont sur la liste des espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables. Donc, on a 660 espèces et même plus qui sont sur cette liste-là. Il y en a beaucoup en végétal, en écologie végétale, mais on a quand même beaucoup d'animaux. De ces animaux-là, on se rend compte qu'il y a quand même une bonne proportion amphibiens, reptiles là, qui sont désignés, qui sont menacés au Québec. Ça ne va pas très bien pour nos amphibiens et nos reptiles. Donc, les espèces menacées au Québec, il y en a quand même pas mal. Le problème, et pourquoi c'est si important, la conservation en terre privée, c'est que la majorité des occurrences de nos espèces menacées se retrouvent en terre privée. Donc, vous les voyez, là, les occurrences ici. Donc, une occurrence, c'est une observation d'une espèce menacée. Donc, 49 de nos occurrences des espèces menacées sont en terre privée. Donc, on est plus ou moins inquiet quand c'est en terre, dans les aires protégées parce que les espèces sont protégées. En terre publique, il y a des règlements et des lois qui les protègent, mais en terre privée, on tombe un petit peu dans un petit trou législatif. Donc, si on veut conserver nos espèces menacées en terre privée, bien, il faut être en mesure de faire des bons compromis avec les propriétaires privés. Et c'est là que peuvent venir beaucoup d'enjeux sociaux reliés à la conservation en terre privée. Un autre saga en terre privée. Tout le monde a entendu parler aussi de la saga de la rainette faugrillon. Donc, vous l'avez entendu dans les médias en Montérégie l'été passé. Il y a une sous-population de l'espèce qui a été sauvée in extremis par un décret d'urgence du fédéral. Donc, le provincial ne pouvait pas bien protéger la rainette faugrillon. Pourquoi? C'est que le règlement provincial sur les habitats fauniques, ce qu'on appelle le RHF, s'applique seulement en terre privée. Donc, le provincial n'a malheureusement pas une bonne mainmise là, sur la protection des espèces fauniques en terre privée. Le MFFP est conscient de tout ça et veut tenter de moderniser le RHF pour qu'il soit applicable en terre privée. Pour que ça se fasse de la bonne façon, le MFFP a fait appel au CSBQ, qui est le Centre de la science de la biodiversité du Québec,
a demandé au CSBQ de demander à quelques chercheurs au sein de son organisme si quelques-uns voulaient peut-être participer à la modernisation du règlement phonique sur les habitats phoniques. Et on a été 4 chercheurs qui se sont portés volontaires à embarquer dans cette belle aventure-là. Et on a créé la chaire de recherche CESCO sur les enjeux sociaux de la conservation. Donc, ce n'est pas du travail que je fais tout seul, là, loin de là. On est une équipe de chercheurs. Il y a Jean-François Bissonnette de l'Université Laval, Sophie Calmé de Sherbrooke et Constancia Kutuki de l'Université de Montréal. Donc, les 4, on a cette chaire de recherche-là et on essaie d'améliorer les connaissances théoriques et les bonnes pratiques des enjeux sociaux reliés à la conservation des habitats phoniques en terre privée. Donc, on attaque les enjeux sociaux de la conservation en terre privée sous différents angles. Hein. On a une des plus grosses actions qu'on a fait dans les dernières années, c'est de faire des ateliers de consultation avec les propriétaires privés pour tenter de vraiment comprendre quelles sont leurs grandes préoccupations à faire de la conservation en terre privée. La conservation en terre privée, ça veut dire que on va sur les terres des propriétaires privés pour faire de la conservation, ce qui peut être très, très contraignant. Donc, le but, c'était de les faire parler pour qu'on comprenne quelles sont leurs appréhensions vis-à-vis de la conservation en terre privée. Suite à ça, on a organisé un atelier avec les experts de la conservation, les intervenants en conservation, pour les faire parler un petit peu aussi des résultats qu'on a obtenus avec les ateliers. Donc, ça, je vais vous présenter ça aujourd'hui. On a aussi réalisé une grosse revue de littérature mondiale pour comprendre comment certains facteurs caractéristiques de propriétaires privés peuvent affecter l'acceptabilité sociale des mesures de conservation en terre privée. Et bien sûr, il y a des projets étudiants. Je n'aurai malheureusement pas le temps de parler des projets étudiants aujourd'hui, mais on a des projets étudiants là, dans CESCO sur la conservation en terre privée. Donc, les ateliers de consultation avec les propriétaires. Tout ça n'aurait pas pu être fait là, sans une grosse équipe. Là. Un gros merci particulier à Pascal, Vinca et Denis qui nous ont fortement aidés dans l'analyse de contenu et la rédaction du rapport. Donc, le but des ateliers, c'était de faire parler les propriétaires privés. Donc, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, puis comment la conservation en terre privée est perçue. On a eu aussi l'aide de 3 CRE, donc de 3 conseils régionaux en environnement qui nous ont tellement facilité la tâche pour organiser les ateliers. Donc, on a eu l'aide du CRECA en Chaudière-Appalaches, du CREM en Montérégie et du CREDO en Outaouais. Donc, 3 ateliers ont été organisés dans ces 3 régions administratives-là. C'est intéressant parce que la quantité de terres privées varie aussi beaucoup entre les régions. Hein? Donc, Chaudière-Appalaches, Montérégie, il y a beaucoup, beaucoup de terres privées. En Outaouais, c'est moitié terre publique, moitié terre privée, mais donc les enjeux pouvaient être un peu différents. Donc, le but des ateliers était de clarifier les obstacles et les défis sociaux liés à la conservation des habitats phoniques en terre privée et de faire parler les propriétaires privés aussi de l'acceptabilité sociale envers des outils qui pourraient faciliter la conservation des habitats phoniques en terre privée. Donc, en gros, là, les gros buts de l'atelier, ils étaient là, à 2 niveaux. Avant d'aller un petit peu plus loin, là, je pense que c'est important de définir qu'est-ce que l'acceptabilité sociale. Là, vous en entendez beaucoup parler dans les médias. Qu'est-ce que l'acceptabilité sociale? C'est le résultat d'un jugement collectif, d'une opinion à l'égard d'un projet, d'un plan ou d'une politique. Donc, quand on dit acceptabilité sociale, on veut qu'une idée, un projet soit accepté par la population. Hein? Donc, il faut faire la distinction entre tenter de convaincre à tout prix, ce n'est pas ça l'acceptabilité sociale. Éduquer, ce n'est pas ça l'acceptabilité sociale, et adhérer à des politiques de gestion, ce n'est pas ça. On aimerait tous, dans le meilleur des mondes, que tout le monde adhère de leur plein gré aux politiques de conservation, que ça devienne un peu une norme comme le recyclage, mais on n'est pas rendu là. Du moins, là, si on est capable d'avoir une acceptabilité sociale générale, c'est déjà très bien. Donc, les ateliers en quelques chiffres, donc sont des 3 régions administratives. On a eu plus de 128 participants dans nos 3 ateliers. On avait des conférenciers invités aussi. Donc, vous allez comprendre pourquoi je parle des 1000 post-it. C'était de la façon qu'on a organisé l'atelier. On faisait parler les participants à l'aide de post-it pour amorcer les discussions. Donc, on a ramassé là, plus de 1000 post-it. Il y a 150 pages de notes qui ont été récoltées durant les ateliers. Et ça a mobilisé 15 chercheurs et étudiants-chercheurs là, durant ces ateliers-là. Donc, c'était quand même un travail colossal.
Donc, comment se déroulaient les ateliers? Donc, habituellement, on se mettait en table de 5-6 personnes, 5-6 propriétaires. Il y avait un animateur, une animatrice et un preneur de notes. Et on faisait remplir la fiche que vous voyez ici, là, à votre gauche. Là. Donc, on avait des grosses affiches qui prenaient toute la table sous forme de matrice et c'était des cases à remplir. Donc, il y avait les grands enjeux que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Donc, les gens devaient mettre des post-it qui étaient purement anonymes sur qu'est-ce que pour eux étaient des grands enjeux, des barrières à la conservation pour un enjeu numéro 1 ou des ponts. Donc, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, ça l'a permis d'amorcer les discussions. Donc, le but était d'identifier les barrières et les ponts à différents enjeux reliés à la conservation en terre privée. Donc, ça ressemblait grosso modo à ça. Donc, vous voyez les petits post-it de plein de couleurs là, qui sont déjà apposés là, sur la matrice. Et les animateurs amorçaient des discussions basées sur ce que les propriétaires privés avaient mis là, sur la matrice. Donc, on a ramassé, comme je vous le disais, plus de 150 pages de notes durant ces travaux-là. Donc, ça a été quand même colossal. Donc, qui a participé à nos grands ateliers? Donc, chaque pointe de tarte va représenter une région administrative. Donc, vous avez le CRECA, Chaudière-Appalaches en premier ici, Montérégie et Outaouais. Donc, qui a participé? On avait quand même une bonne représentation de personnes qui étaient reliées au milieu de la conservation, donc des intervenants en conservation. Donc, ça l'a intéressé, bien sûr, ces gens-là. Le gouvernement a été relativement peu représenté dans les participants, un petit peu plus en Outaouais. La majorité des participants étaient aussi du milieu municipal. Donc, ça a été intéressant parce que vous allez le voir un peu plus loin dans la présentation. Le milieu municipal est entre l'arbre et l'écorce pour ce qui est de la conservation en terre privée et c'est probablement la clé pour une bonne conservation en terre privée. Des propriétaires fonciers privés qui avaient de petits boisés, des friches. Syndicats et agences, donc ça incluait souvent l'UPA, l'Agence des forêts du Québec. Donc, c'était des organismes qui représentaient des plus grands nombres de propriétaires privés. Et autres, ça pouvait être des gens qui travaillent, des bénévoles, des organismes de chasse et pêche, donc qui étaient intéressés par la conservation en terre privée et que ça peut potentiellement affecter leurs activités. Donc, forte représentation du municipal de la conservation, relativement faible représentation du gouvernement, mais le but, c'était surtout de faire parler les propriétaires privés. Donc, les grands enjeux sociaux discutés étaient les 7 suivants. Là, vous avez le numéro 8 qui est autres enjeux. Donc, on a fait parler les gens sur les préoccupations principales en terre privée. Donc, législation, régulation, communication, droits individuels et responsabilités, mobilisation sociale, consultation, développement du territoire, relations personnelles et situations personnelles, financement et processus institutionnels et tout autre enjeu. Suite à ces grosses discussions-là et l'analyse du contenu des pages de notes, Vinca, Louis et Pascal en sont venus à résumer le tout sous 4 grands thèmes. Donc, on a regroupé toutes les discussions qui ont été faites sous 4 grands thèmes qui ont suscité le plus d'importance, le plus d'interaction avec les propriétaires privés. Donc, je vous les résume ici. Là. Il y a le cadre de gouvernance et enjeux politiques, financement, fiscalité, compensation, perception reliée à la conservation et acceptabilité sociale et participation. Et là, je vais vous montrer avec cette espèce de diagramme radar-là quels étaient les points qui ont été les plus importants, qui sont ressortis comme étant le plus important pour les propriétaires. Donc, au niveau du cadre de gouvernance et enjeux politiques, là, il y avait 3 sous-thèmes qui sont ressortis comme étant importants. Cadre législatif, perception du gouvernement, aménagement du territoire. En financement, il y a bien sûr tout ce qui est compensation financière et toutes les contraintes liées au financement. Pour les perceptions liées à la conservation, il y avait l'identification de leviers pour améliorer la perception de la conservation chez les propriétaires privés et tout ce qui est perception critique, donc perception générale reliée à la conservation. Et l'acceptabilité sociale, participation, tout ce qui est conflit d'usage, enjeux sectoriels, comment on doit agir sur les bonnes pratiques en conservation et quels pourraient être les outils qui favorisent l'acceptabilité sociale. Donc là, c'est un graphique radar, donc 5 10 15 des observations. Donc, si on revient à nos couleurs, donc Chaudière-Appalaches,
ce qui a été surtout discuté, puis ce qui a suscité le plus d'engouement là, quand on a discuté de la conservation en terre privée en Chaudière-Appalaches, il y avait beaucoup comment on pouvait améliorer la perception de la conservation en terre privée et beaucoup aussi sur les outils qui favorisent l'acceptabilité sociale. L'aménagement du territoire ne semble pas être sorti ici, mais ça sortait beaucoup dans les outils pour favoriser l'acceptabilité sociale. Je me rappelle en Chaudière-Appalaches, les municipalités ont été hyper généreux pour nous aider à bien comprendre les problématiques dans un contexte municipal. Donc, Chaudière-Appalaches, ça ressemble à ça. Montérégie, c'est un petit peu plus éclaté, plus uniforme en termes de grands enjeux qui ont été discutés. Donc, agir sur les bonnes pratiques de conservation est sorti comme étant important. Les propriétaires privés, là, ça, c'était de la musique à nos oreilles. Ils veulent faire partie de la solution. Ils ne sont pas nécessairement sur le frein pour la conservation en terre privée. Donc, ils veulent vraiment tenter d'agir sur les bonnes pratiques en conservation. Et l'aménagement du territoire est important. Hein. On sait, la Montérégie, c'est notre grenier du Québec, beaucoup d'agriculture. Ça, c'était un point qui était particulièrement important pour eux, bien sûr, tout ce qui est cadre législatif. Donc, les agriculteurs sont quand même concernés par la conservation en terre privée. Pour l'Outaouais, là aussi, il y a vraiment une polarisation des discussions qui sont allées vers les outils pour favoriser l'acceptabilité sociale. Et ici, comme vous le voyez, là, les leviers pour améliorer la perception de la conservation au Québec. Donc, vous voyez que, grosso modo, les enjeux se sont quand même ressemblés, tout ce qui a été discuté durant les grands termes. Là, ici, j'ai refait un petit peu le graphique pour vous montrer que, oui, il y a quand même, les enjeux sont comparables entre nos régions. Donc, si vous voyez ici l'acceptabilité sociale et la participation, ça a été plus important, discuté plus en profondeur en Chaudière-Appalaches, mais les chiffres se ressemblent beaucoup. Donc, c'est presque 25 pour chaque grand enjeu. Donc, on est vraiment allé dans toutes les directions pour couvrir. Même s'il semble avoir des petites différences entre nos 3 régions administratives, la majorité des enjeux l'amenaient vraiment vers des consensus. Donc, quels sont les grands consensus clés qui sont ressortis? Ici, je vais vous les présenter sous forme de grands thèmes qui ont été particulièrement importants. J'en résume un par grand thème. Donc, ce qui est sorti beaucoup en ce qui a trait au cadre de gouvernance et des enjeux politiques, c'est qu'il semble avoir un manque de vision et d'harmonisation de nos gouvernements pour faire de la conservation en terre privée. Il n'y a pas beaucoup de communication non plus efficace qui se fait avec les intervenants en conservation. Donc, ça, c'était un point qui ressortait beaucoup. Pour l'accès au financement, fiscalité, compensation, pour tous ceux qui ont fait de la conservation, c'est difficile d'avoir accès à du financement. C'est un processus qui est extrêmement laborieux et complexe. Si tu es un propriétaire privé et que tu veux faire de la conservation sur tes terres, je te mets au défi de savoir où tu dois t'adresser. Donc, ce n'est pas clair nulle part. Est-ce que je dois m'informer auprès de ma municipalité, auprès du MFFP? Donc l'accès au financement et l'accès au programme est quand même un processus laborieux. Pour ce qui est de l'acceptabilité sociale et de la participation, comme je vous le dis, le rôle des propriétaires privés est essentiel. Ils veulent faire partie de la solution, mais l'acceptabilité sociale et l'adhésion encore moins, c'est très, très partiel parce qu'il y a un gros manque de connaissances sur qu'est-ce que ça implique de faire de la conservation sur ma terre, sur mon terrain. Donc, ça a été soulevé beaucoup. Et finalement, pour la perception reliée à la conservation, il y a un gros manque de connaissances sur quels sont les avantages reliés à la conservation si je suis un propriétaire privé. Donc, ça résume en gros les grands enjeux qui ont été discutés. L'autre partie des ateliers était vraiment d'aller sonder un peu l'acceptabilité sociale d'outils qu'on utilise présentement pour faire de la conservation en terre privée. Ça, vous les connaissez quand même pas mal. Donc, il y a bien sûr l'éducation et la sensibilisation, beaucoup moins invasif. Conservation volontaire aussi, qui n'est pas très invasive. Et là, on tombe dans le plus invasif, le plus contraignant, tout ce qui est outils légaux et régulation. Et compensation et outils financiers et tout autre outil qui pouvait s'avérer pertinent de la part de nos propriétaires. Donc, on a quand même passé la moitié des ateliers à discuter sur les outils. Donc, ici, vous voyez, j'ai fait un condensé des 4 grands outils qui ont été discutés durant les ateliers. Puis, vous voyez, là, ça, c'est le nombre de post-it et
et de notes qui ont été prises là, sur les différents outils. Donc, vous voyez qu'on a discuté quand même d'une façon relativement égale des 4 grands outils, que ce soit de la conservation volontaire. On a passé beaucoup de temps sur l'éducation et la sensibilisation. Je vais revenir là-dessus. Je pensais qu'on était rendu ailleurs. Tout ce qui est outils législatifs à 21 compensation financière à 22 Donc, si on prend chaque grand outil d'une façon séparée puis qu'on regarde en gros ce qui est ressorti, les gens voient en général la conservation volontaire comme étant un super outil de conservation. Ce n'est pas contraignant, c'est volontaire. Donc, il n'y a pas d'attache légale à faire de la conservation volontaire. Les propriétaires qui en font sont fiers de dire qu'ils font de la conservation volontaire. Pour des gens en conservation, oui, c'est une excellente première approche, mais le problème avec ça, c'est que si du jour au lendemain, le propriétaire décide de ne plus faire de conservation volontaire sur ses terres, bien, on perd ce lopin de terre-là qui était conservé. Donc, c'est une excellente première approche, peut-être pour aller vers quelque chose d'un peu plus contraignant en termes de conservation. Comme un bail de conservation, mais c'est quand même une des premières étapes et c'est extrêmement bien perçu par les propriétaires. Tout ce qui est compensation financière aussi était très bien perçu, mais c'est restrictif, hein? C'est insuffisant et mal défini. Donc, c'est difficile pour un propriétaire privé de savoir à quel programme il peut avoir accès. C'est des outils fiscaux aussi, les compensations financières, qui sont très peu avantageuses pour les petits propriétaires à faible revenu, hein, parce que souvent, c'est basé sur ta fiscalité. Mais c'est vraiment un outil hyper intéressant pour les agriculteurs. Pour avoir une meilleure acceptabilité sociale de la conservation. On le sait, les agriculteurs ne peuvent pas mettre leurs terres en conservation, c'est leur revenu. Donc, qu'est-ce qui est bon pour eux? Bien, souvent, si on est capable d'arriver avec de la compensation financière, c'est déjà mieux. Tout ce qui est outils législatifs, les propriétaires s'entendent qu'il faut un cadre législatif adapté. C'est nécessaire. Donc, ça donne des belles munitions au gouvernement pour moderniser le règlement sur les habitats phoniques. Mais c'est long. C'est long à venir, mais c'est peut-être une bonne chose que ça soit long à venir parce qu'on veut que ça soit bien fait. On veut que le règlement sur les habitats phoniques n'arrive pas là en conquistador puis que les gens soient vraiment dégoûtés là, par cette loi. Là. Donc, c'est important que ça soit bien fait. Et comme je vous l'avais dit plus tôt, il faut vraiment améliorer la vision et l'harmonisation entre les niveaux de gouvernance. Et le dernier, éducation et sensibilisation. Dans les 3 ateliers, on en a parlé beaucoup. On est toujours là. Moi, je pensais qu'on était passé cette étape d'éducation et sensibilisation quand on parle de biodiversité et de conservation. Mais on s'était trompé. Il y a encore une grosse perception que conservation égale cloche de verre. C'est ça que les propriétaires doivent comprendre. Si tu as la tortue des bois sur ton territoire, bien, continue à faire ce que tu fais, tu le fais bien. Donc, continue à gérer ton terrain comme tu le fais bien. On ne viendra pas mettre des bâtons dans les roues. Conservation ne veut pas dire bâton dans les roues aux propriétaires. Donc, ça, c'est quand même très important. Il y a définitivement un manque de connaissances sur la biodiversité au Québec. Juste pour renchérir sur ça, Léger ont fait un sondage sur les espèces en danger, un sondage qui avait été demandé par le ministère pour sonder la population. Donc, comme tout bon sondage, 1000 Québécois et Québécoises ont été sondés pour savoir quelle proportion de la population sont capables de nommer que ce soit juste une espèce menacée. Okay? Donc, 25 des gens ont été capables de correctement nommer au moins une espèce menacée. 16 ont fourni une réponse erronée. Donc, le jet bleu, le renard, le loup gris, donc ce sont de belles espèces, mais elles ne sont définitivement pas menacées ou en situation précaire. Et 59 des 1000 Québécois ont été incapables de fournir une réponse. Donc là, je ne ferai pas le sondage parmi vous aujourd'hui, mais je ne sais pas où vous vous situez dans ces 3 pointes de tarte-là. C'est un peu problématique que 25 des gens soient capables d'identifier une espèce menacée. On ne demande pas à tout le monde d'avoir une connaissance infuse sur la biodiversité.
Mais je suis sûre que je demande aux gens s'ils sont capables de nommer un participant d'occupation double, puis ils sont plus capables de faire ça que de nommer une espèce menacée au Québec. Donc, c'est un peu d'une tristesse. Donc, comment on est capable de rejoindre la population québécoise pour parler de biodiversité va toujours rester, je pense, un des plus gros défis de la conservation. Donc, si je résume les messages à retenir des 3 ateliers, premièrement, ça nous prend une gouvernance et des lois qui sont cohérentes. Hein? Donc, on a besoin du règlement sur les habitats fauniques. Donc, il faut un cadre législatif solide et cohérent pour réglementer les activités et mieux protéger les habitats fauniques des espèces en danger en terre privée. Le milieu municipal, je pense, sont la clé à bien des égards, mais ils sont entre l'herbe et l'écorce. Hein? Donc, ils ont un gros rôle à jouer, mais ils n'ont pas les ressources, ni le personnel, ni l'argent. Elles ont besoin d'aide de la part probablement du gouvernement pour leur permettre de jouer un rôle clé dans la promotion de la conservation des habitats fauniques en terre privée. Hein, les municipalités vivent de leurs taxes. Ce n'est pas payant de mettre des sites en conservation, c'est coûteux pour les municipalités. Donc, il faudrait peut-être jouer à ce niveau-là. On a une boîte à outils intéressante, mais qui est incomplète. Hein? Le déploiement des outils est insuffisant. Les outils sont perçus comme utiles, complémentaires, mais peut-être un petit peu insuffisants pour faire de la bonne conservation en terre privée. Et on revient à ça tout le temps. Il faut améliorer la communication. Il faut vraiment améliorer les canaux de communication avec la société québécoise pour amener un changement dans la perception de la conservation et de la biodiversité. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes de marketing social pour occuper un petit peu plus l'espace public en conservation et biodiversité? Je ne pense pas que c'est utopique, là. Pour ceux qui sont un petit peu plus vieux de ma génération, moi, quand j'étais jeune, ça ne se faisait pas du recyclage. Maintenant, tout le monde fait du recyclage et presque tout le monde fait du compost. Donc, c'est devenu une norme dans la société de valoriser, de mettre de l'importance sur le recyclage et le compost. Mais peut-être dans quelques années, on va arriver à quelque chose de semblable avec la biodiversité au Québec. Donc là, on avait ramassé des tonnes et des tonnes d'informations sur comment les propriétaires privés perçoivent la conservation en terre privée. Et là, ce qu'on voulait faire après, c'est de faire parler les intervenants en conservation sur les préoccupations que les propriétaires privés nous avaient gentiment partagées. Donc là, on a demandé au réseau des creux du Québec, avec Martin Vaillancourt et Alicia. J'ai vu qu'Alicia était là aujourd'hui. Alicia a été notre perle rare pour nous aider à travailler fort avec les experts de la conservation. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a parlé des 3 ateliers et on a divisé le 4e atelier en 3 grands blocs. Donc, le premier bloc, c'était de tenter de penser en dehors de la boîte et de discuter d'outils innovants pour faire de la conservation en terre privée. Après ça, ça a été de tenter de suggérer des outils pour améliorer les canaux de communication avec les propriétaires privés pour la conservation. Et le 3e, c'était notre gouvernance. Donc, comment on peut tenter de repenser les responsabilités et la gouvernance adaptative au Québec? Donc là, ce qu'on a fait durant cet atelier-là, on a fait discuter, là, ça a eu lieu bien sûr sur Zoom parce qu'on était en pleine pandémie. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait discuter les intervenants de la conservation sur plein d'idées structurantes, là, sur nos 3 thématiques que vous avez là, boîte à outils, donc outils innovants, canaux de communication et gouvernance. Donc, on leur a fait parler. On les a fait sortir plein d'idées structurantes qu'après ça, on regroupait en grandes thématiques. Ces grandes thématiques-là, après, devaient être positionnées en termes de leur effet structurant dans le cadre de travail que vous voyez ici. Donc, les petits chiffres représentent des outils, des idées qui sont hyper structurantes pour améliorer la conservation en terre privée. Et dans peu structurant, vous êtes dans l'autre extrémité du spectre ici sur à quel point l'idée pourrait être structurante, bénéfique pour améliorer la conservation en terre privée. Et après ça, on notait la même idée sur sa facilité à mettre en œuvre. Donc, une idée peut être hyper intéressante, hyper structurante, mais presque impossible à réaliser. Donc, le but, c'était vraiment de tenter d'avoir une coupe d'idées là, dans ma boîte verte ici, qui seraient vraiment des outils ou des actions à prioriser, donc hyper structurantes et relativement faciles à mettre en œuvre. Donc, si on passe sur les grandes idées, des grands outils, donc là, il y en a une quinzaine qui ont été énoncés. Je ne vous passerai pas à travers tous les outils. Là, si ça vous intéresse, ça va me faire plaisir avec Alicia là, de vous partager les résultats. Mais j'ai repris
2 grands outils innovants qui sont tombés dans notre boîte bleue ici, puis verte, là, mais d'outils vraiment à prioriser. Donc, quelque chose qui est sorti comme étant super intéressant pour les intervenants en conservation, pour améliorer la conservation en terre privée, c'est de suggérer de nouveaux modèles de financement, d'avoir une récurrence, une durabilité, parce que souvent, les programmes de financement en conservation, c'est des petits programmes qui ne sont pas pérennes, qui ne sont pas dans la durabilité, qui ne sont pas sur le long terme. Et ça fait que c'est difficile pour les organismes de conservation de tirer leur épingle du jeu. Ils se cannibalisent les 3-4 $ qui sont disponibles. Ce n'est pas structurant pour personne. Donc, d'avoir de nouveaux modèles de financement est ressorti comme étant quelque chose de structurant et de relativement facile à mettre en œuvre de la part du gouvernement. C'est de mettre un petit peu plus d'argent sur la table en biodiversité. L'outil numéro 11, qui était aussi hyper structurant, ce serait de mieux intégrer des outils de conservation dans la planification de l'utilisation des terres pour les municipalités. Donc, dans les plans d'aménagement, comment on peut mieux intégrer des outils de conservation. Donc, ça serait hyper structurant, relativement facile à mettre en œuvre pour les municipalités, donc s'ils sont bien accompagnés. Donc, ça, c'était pour les outils. En ce qui a trait à la communication, donc, on a quand même eu quelques idées structurantes qui ont été positionnées dans notre petite boîte à prioriser. Ici, je vous parle de l'idée 9. Donc, ça serait de développer une plateforme pour tenter de centraliser toute l'information concernant la conservation en terre privée. Si je suis un propriétaire privé, qu'est-ce que je dois faire? Donc, ça serait vraiment d'amener toutes les gens vers une espèce de plateforme qui devrait, en théorie, peut-être être gérée par le gouvernement et qui amènerait tous les gens qui sont concernés par la conservation en terre privée vers cette plateforme centralisée-là, facile à comprendre. Et une autre idée qui semble être hyper structurante, mais que les intervenants de la conservation ont dit que ça serait presque impossible à mettre en œuvre. Je suis plus ou moins d'accord, je pense qu'il y a un petit peu d'ironisme ici, là. C'est d'assurer la cohérence des politiques et des stratégies de conservation entre les ministères. Souvent, le ministère de l'Environnement ne parle pas au ministère de la Faune, même à l'intérieur du MFFP, Faune-Forêt ne parle pas beaucoup. Donc, ça, je pense que les gens veulent une cohérence, veulent des stratégies de conservation qui sont harmonieuses entre les différents paliers de gouvernement, que le fédéral parle mieux, au provincial aussi, là. Donc, ça, c'est quelque chose qui serait super structurant en conservation, mais qui peut être difficile à mettre en œuvre. Et finalement, repenser la gouvernance et les responsabilités. Là, vous voyez qu'on peine à avoir des idées qui sont faciles à mettre en œuvre, mais beaucoup d'idées qui sont très structurantes. Donc, ici, je vous parle de l'idée numéro 12, qui est une meilleure intégration entre les municipalités et les organismes de conservation. Souvent, ça marche en silo, on ne se le cachera pas. Là. Les organismes de conservation travaillent fort de leur côté. Les municipalités tentent de faire de leur mieux aussi, mais peut-être d'avoir une meilleure intégration entre les organismes de conservation et les municipalités pourrait fortement améliorer la conservation en terre privée. Et l'idée numéro 8, qui semble très structurante, mais difficile à faire, on revient encore à la même chose, une meilleure coordination entre les gouvernements et les ministères. Donc, les intervenants dans la conservation trouvent qu'il y a vraiment une lacune à ce niveau-là. Ce qui est légitime et ce qui doit être peut-être travaillé un petit peu de la part de nos gouvernements. Donc, qu'est-ce qu'on devrait retenir des 4 ateliers? Donc, des 3 ateliers avec les propriétaires et de l'atelier avec les experts. Bien, on a un message général au MFFP, au ministère Forêt Fonds de Parc. Oui, votre règlement sur les habitats fauniques est nécessaire. Oui, il faut qu'il soit modernisé, mais il doit tenir compte des contraintes en matière d'aménagement du territoire et des appréhensions des propriétaires. Il faut que ça soit harmonieux. Donc, message numéro 2, message au MFFP, aux intervenants de la conservation. Il faut se parler. Ça prend une meilleure communication, ça prend une harmonisation, une facilité, une pérennité des programmes de financement en conservation pour permettre cette meilleure communication et cette meilleure conservation. Et message à tous, nous incluant, tous et chacun, là, la conservation en tant que processus social est encore assez balbutiement au Québec. On s'entend que ce n'est pas encore pleinement accepté. L'acceptabilité sociale est encore très partielle.
Les gens n'ont pas confiance. Donc, ça prend un meilleur marketing social pour renseigner les gens et on en revient encore à la sensibilisation et l'éducation. Donc, ça a fait le tour des grands ateliers. Donc, la deuxième partie qui nous intéressait aussi avec la chaire de recherche, c'était de voir dans le monde comment l'acceptabilité sociale de la conservation en terre privée, elle est perçue. Et ça, c'est notre postdoctorant, Louis Tanguay, qui a passé 1 an avec nous, qui a fait une grosse revue de littérature mondiale pour connaître les facteurs qui influencent l'acceptabilité sociale en terre privée et a tenté d'établir une typologie ou une espèce de classification des attitudes et des comportements des propriétaires envers la conservation en terre privée. Donc, l'acceptabilité sociale en conservation, c'est un phénomène qui est encore récent. Ici, vous voyez le nombre d'études avec le mot-clé acceptabilité sociale en fonction de l'année de publication. Vous voyez que c'est vraiment quelque chose là, qui est en essor et c'est assez récent. Hein? C'est un problème de riche, la conservation en terre privée. Donc, on ne se le cachera pas. Donc, la stratégie de recherche de Louis a été de faire une combinaison de mots-clés dans des gros moteurs de recherche universitaires là, qui lui a apporté 257 documents, articles, livres à lire. Donc, Louis a passé un nombre d'heures considérable à éplucher ces documents-là et en a retenu, là, après son processus de sélection, 65 cas d'études d'un peu partout dans le monde. Vous les voyez ici, là, les principaux pays qui ont été étudiés là, dans le cas de la revue de littérature. Donc, 60 cas d'études un peu partout dans le monde. Mais vous voyez que de la conservation en terre privée, c'est un problème de riche, hein, parce que quand tu as peine à manger, dans les pays en voie de développement, dans les pays en émergence, bien, la conservation des terres privées, ce n'est peut-être pas une priorité. Donc, on s'entend que notre étude est un petit peu biaisée envers les pays développés qui ont l'argent pour faire de la conservation en terre privée. Donc, je pense que c'était important de parler du petit biais. Donc, ce qu'a fait Louis après, c'est qu'il a lu tous ces articles-là et a ressorti tous les facteurs, les comportements qui peuvent favoriser l'acceptabilité sociale. Donc, il y en avait une tonne. Donc, ce qu'a fait Louis, c'est qu'il a catégorisé les comportements des propriétaires en 3 grands niveaux. Donc, un niveau très fin où il y avait 45 catégories. Là, je vous donne des exemples, je vais revenir un petit peu plus tard. Après ça, ces grandes catégories-là ont été regroupées en 6 catégories qui étaient le niveau 2 et en 3 grandes catégories qui étaient le niveau 1. Donc, les 3 grandes catégories du niveau 1 ont été comment l'état d'esprit du propriétaire peut favoriser ou non l'acceptabilité sociale de la conservation en terre privée. Donc, il y avait l'état d'esprit du propriétaire, le profil du propriétaire, donc son profil souvent socio-économique, son terrain, et tout ce qui avait trait à la gouvernance aux institutions. Donc, dans l'état d'esprit du propriétaire, là, il y avait une catégorie du niveau 2. Dans le profil du propriétaire, il y avait 3 catégories de niveau 2 et ainsi de suite. Donc là, je vous donne un exemple. Ici, les couleurs suivent les différents niveaux. Donc, dans l'état d'esprit du propriétaire, bien, une des sous-catégories était tout ce qui est valeur, croyance des propriétaires. Puis, à l'échelle plus fine, bien, c'est si le propriétaire valorise la nature, il devrait probablement voir l'acceptabilité sociale des mesures de la conservation d'une façon positive. Dépendamment de son éducation, de la démographie, de sa situation économique, il va percevoir l'acceptabilité sociale d'une façon différente. Puis là, chaque grand facteur était caractérisé comme étant un effet positif, négatif, neutre ou mixte sur l'acceptabilité sociale. Donc, ça nous a permis de créer des figures comme ça qui résument en gros les grands niveaux, les grands facteurs et comportements des propriétaires privés vis-à-vis de la conservation. Là, ici, je vais prendre une catégorie de chaque grand niveau, là, parce que vous vous en doutez, là, ça génère des tonnes et des tonnes de graphiques. Donc, je vais vous en présenter 3 que je trouvais particulièrement intéressants. Donc, premier, état d'esprit individuel des propriétaires en ce qui a trait à leurs valeurs et croyances. Et là, ici, là, vous avez tout ce qu'ils valorisent et trouvent important. Donc, si le propriétaire valorise la nature, a une éthique de conservation, voit la conservation volontaire comme étant un atout,
a des grosses traditions familiales, c'était c'était perçu comme étant des facteurs qui facilitaient énormément l'acceptabilité sociale de la conservation en terre privée. Si malheureusement, l'état d'esprit des propriétaires était très orienté vers l'économie, sur j'ai des droits sur ma propriété, c'est chez nous, c'est mon droit. C'était habituellement c'était fortement relié à très peu d'acceptabilité sociale, des mesures de conservation en terre privée. Et il y avait un petit peu de bruit là, par rapport, donc, pour certains propriétaires, c'était mixte ou neutre, là, les zones grises, là, ça représente ça. Et la zone blanche, c'est que ça n'avait pas été discuté dans les cas d'études. Donc, en gros, quand on valorise la nature, il n'y a rien de surprenant là-dedans, mais au moins, on l'a mis d'une façon quantitative. Donc, quand on valorise beaucoup la nature, quand on valorise la conservation, l'éthique de conservation, ça favorise beaucoup l'acceptabilité sociale, mais si le propriétaire a un état d'esprit très axé vers l'économie, très axé sur les droits, j'ai le droit chez nous de faire ce que je veux, définitivement, l'acceptabilité sociale de la conservation est très faible. Donc, quand on tombe dans les profils individuels des propriétaires, donc si on regarde l'attribut des foyers des propriétaires, puis on peut parler d'expériences passées en conservation, éducation, démographie, connaissances et habiletés personnelles, tenue des terres, revenus et richesses, dépendance aux ressources, appartenance à un groupe. Donc, on se rend compte que quand les expériences passées avec des organismes de conservation ou des agents de la conservation ont été hyper positives, l'acceptabilité sociale est là. Les gens plus éduqués valorisent l'acceptabilité sociale. Plus tu en connais, plus tu valorises l'acceptabilité sociale. Et comme je dis, c'est un problème de riches. Quand tu as à peine la misère à arriver, c'est pour toi, c'est pas important la conservation en terre privée. Donc, il faut reconnaître ça, puis il ne faut définitivement pas juger. Démographie, les jeunes sont plus conscientisés que les personnes un petit peu plus âgées pour la conservation. Je ne pense pas que c'est une surprise pour personne. Et quand tu dépends énormément des ressources, donc ça, souvent, c'est des agriculteurs ou des propriétaires terriens qui sont en extraction, là. Donc, ils dépendent de leur bois, ils dépendent de leur terre. Ça aussi, la conservation en terre privée, c'est très mal perçu. Finalement, gouvernance et institutions. Donc, tout ce qui est incitatif financier aide beaucoup à faire de la conservation en terre privée. Donc, ça, ce n'est pas surprenant. Si les programmes sont accessibles, si tu as une autonomie, une indépendance pour faire de la conservation, si les ententes de conservation sont flexibles, ça l'aide énormément à avoir une meilleure acceptabilité sociale de la conservation en terre privée. Les gens n'aiment pas les lois, le renforcement négatif non plus. Une perte d'autonomie et d'indépendance est aussi fortement reliée à une mauvaise acceptabilité sociale de la conservation. Donc, on peut travailler sur tous ces différents leviers-là pour tenter de maximiser la façon qu'on va approcher les propriétaires privés pour faire une meilleure conservation en terre privée. Donc, comment on peut la favoriser, notre acceptabilité sociale? Chaque propriétaire est unique. Hein? Il n'y a pas une recette miracle. Il n'y a pas une recette de poutine qui marche pour tout le monde ici. Donc, les interventions doivent être ciblées. Il est difficile d'agir sur des valeurs personnelles. On le voit clairement avec le cerf de Virginie. Quand c'est émotif, on n'a aucun levier pour convaincre ces gens-là. Il y a des profils socio-économiques sur lesquels on n'a aucun levier non plus. Cependant, même si on a très peu de leviers pour faire des belles interventions, il faut considérer toutes ces valeurs personnelles-là dans les stratégies de communication. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi les gens? Puis le but n'est pas de convaincre à tout prix, mais de tenter de favoriser une acceptabilité sociale de la conservation. C'est revenu aussi beaucoup dans la revue de littérature de Louis. Quand les gens ont une expérience positive avec les agents de la conservation, avec le gouvernement, que les programmes sont faciles à comprendre, c'est fortement lié à une bonne acceptabilité sociale des mesures de conservation. Pas de contraintes, bonne acceptabilité sociale. Et il faut tenter d'anticiper les conflits et les irritants. Hein? Ce n'est pas compliqué. Tous les conflits, presque reliés à de la conservation, c'est lié à une production, à un phénomène d'extraction. Hein? Donc, le milieu agricole, donc tout ce qui est extraction basée sur de l'argent, ça l'amène beaucoup de conflits et d'irritants pour des propriétaires privés. Donc, en sachant ça,
on peut probablement mieux faire de la conservation en terre privée en comprenant bien les contraintes de ces gens-là et ou la peur reliée à ces contraintes-là. Donc, ben, c'est bien, je pense que j'ai relativement respecté mon temps. Je suis presque au message final à retenir. Donc, les systèmes socio-écologiques, si on revient, là, j'ai changé le cerf pour une belle petite tortue qui est contente d'être protégée. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un règlement sur les habitats fauniques modernisés au Québec? Oui, absolument, mais ce n'est pas assez. La conservation en terre privée, c'est un défi complexe et multifacette, hein, on l'a vu, chaque propriétaire est unique. Donc, ça prend beaucoup de monde, pas juste un règlement, pour faire une bonne conservation sur les terres privées. Mais je pense que le gouvernement a des belles munitions avec ce qu'on a fait là, dans les 2-3 dernières années là, pour aller vers un règlement sur les habitats fauniques modernisés. Est-ce qu'il faut avoir une acceptabilité sociale à tout prix pour la conservation en terre privée? Ben non, on ne réussira pas à convaincre tout le monde. Ce n'est pas nécessaire que tout le monde adhère à faire de la conservation en terre privée. C'est correct qu'une portion de la population soit complètement en désaccord avec ça. Mais tous ceux qui sont en zone grise, qui ne savent pas, qui veulent peut-être en faire, mais qui manquent de ressources, qui manquent d'outils, bien, si on peut amener ces gens-là vers une acceptabilité sociale de la conservation, bien, ça sera toujours ça de gagner. Donc, pour faire ça, il faut améliorer la confiance des propriétaires envers notre gouvernement, puis envers les programmes de conservation. Et finalement, la transdisciplinarité pour faire de la conservation puis de la gestion des ressources, c'est la clé. C'est quoi de la transdisciplinarité? C'est qu'il n'y a pas un biologiste tout seul qui peut faire de la conservation. Il n'y a pas un sociologue tout seul qui peut faire de la conservation. Ce n'est pas juste le gouvernement ou juste les intervenants en conservation, c'est tout le monde ensemble, avec, bien sûr, les propriétaires privés. Donc, c'est multi-agents quand on fait de la conservation en terre privée. Bon, donc, tout le monde doit mettre l'épaule à la roue pour que ça marche dans la bonne direction. Tout le monde doit être entendu. Puis c'est ça qui va faire qu'on va faire de la bonne conservation. Donc, on parle tous la même langue, on a des objectifs communs et on reconnaît aussi que certaines personnes ont des valeurs différentes des nôtres. Et puis, ça va être ça de faire de la conservation efficace, de marcher dans la même direction. Donc, il y a beaucoup de personnes qui aident à faire des travaux comme ceux de CESCO. Donc, on remercie énormément le Centre de la science de la biodiversité du Québec qui chapeaute la charte et qui nous aide d'un point de vue logistique. Le MFFP est toujours là pour nous écouter, nous appuyer puis nous soutenir. Là. Donc, c'est un gros merci à la gang du MFFP là, qui travaille avec nous dans ce projet-là. Elles sont fantastiques. Et c'est multi-universitaire, comme vous le voyez, ce projet-là. Et les creux sont cruciaux pour nous aider à aller chercher là, les propriétaires privés. Donc, un gros merci à tout ce monde-là. Puis, je suis prête à prendre des questions. Je suis des questions de l'audience. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Catherine Turgeon. Très intéressant. D'ailleurs, on peut le voir dans la zone de discussion, il y a déjà beaucoup de commentaires et de questions. Avant de passer à cette période, j'aimerais juste vous informer de la prochaine conférence dans le cadre du 40e de l'UQO. Ce sera la professeure Isabelle Côté qui présentera une midi-conférence sur les mutations des familles contemporaines. Comment fait-on famille au 21e siècle? Et ça se déroulera le 10 mars prochain. Pour vous inscrire ou pour plus d'informations, rendez-vous sur uco.ca/40e. Alors voilà, je crois que vous avez sans doute des questions. Il nous reste un peu moins d'une dizaine de minutes pour y répondre. Comme je l'expliquais, ceux qui ne le savent pas encore, là, on vous invite à les poser dans la zone de discussion. Je lirai vos demandes dans cet espace et Mme Turgeon y répondra avec plaisir. Alors, il y en a qui, dès le départ, avaient des questions. Alors, je vais commencer tout de suite par... on se posait la question entre acceptabilité sociale ou acceptabilité politique. Je crois qu'on lui a un peu répondu, mais peut-être apporter une précision. L'acceptabilité sociale vient de la société envers un projet. Hein? Donc, c'est important que ce soit les propriétaires, que ça vienne vraiment de la communauté. Donc, je vois plus l'acceptabilité sociale comme étant
faisant partie d'une acceptation de la communauté envers des projets. Acceptation politique, c'est peut-être plus axé vers... J'entends rarement ce terme-là, acceptabilité politique, là. C'est peut-être plus axé envers des programmes politiques ou l'acceptabilité sociale n'est pas tout le temps envers des programmes politiques, là. Ça peut être des projets au milieu municipal, des projets de sciences citoyennes, donc ça peut varier beaucoup, là. Excellent. Alors, on enchaîne pour essayer de répondre au maximum de questions. Votre définition de conservation volontaire est très restreinte par rapport à ce que ça représente en réalité. Bien, la conservation volontaire, c'est complexe, là, comme je l'ai résumé d'une façon. C'est Louise. Louise connaît ça beaucoup plus que moi et probablement plus que tout le monde réuni aujourd'hui. Je ne la voulais pas restreindre, pourtant, au contraire. Là, la conservation volontaire, c'est quelque chose qui est volontaire puis qui donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de flexibilité aux propriétaires privés, mais ça peut être restrictif en termes de... c'est volontaire. Donc, si la personne décide de ne plus faire de conservation volontaire, elle peut se soustraire à cette conservation volontaire-là. Donc, c'est peut-être ça. Je ne sais pas, peut-être si Louise veut interagir, veut parler, là, je serais contente de l'entendre à ce sujet-là. Là. Je ne sais pas si on peut lui permettre de juste clarifier son point, Véronique. Oui, bien, Guy, est-ce que tu peux voir à donner la parole à Louise? Je pense qu'elle avait même levé la main. Donc, c'était. Louise Gratton, juste lui céder la parole. En attendant, je vais poser une autre question ou commentaire. Ça varie. L'éducation des politiciens, élus et gestionnaires est aussi requise en continu. On ne doit pas viser seulement les propriétaires privés. C'est une excellente observation, en effet. Je veux dire, c'est la conservation, ça concerne tout le monde. Là, mon projet à moi est bien sûr sur la conservation en terre privée. Donc, le propriétaire est au cœur de tout ça, là, bien sûr. Là. Mais clairement, on le voit là, encore dans les médias avec notre pauvre caribou forestier. Ouais. Je veux pas... je veux pas lancer de débat, puis j'entends Louise rire. Là. On ne lancera pas de débat aujourd'hui parce que Caribou forestier est en terre publique. Donc, mais ça l'obsède mes nuits, cette problématique-là du caribou forestier. Donc, oui, clairement, les politiciens, nos gestionnaires. Il n'y a pas de biologiste souvent hein, dans le milieu municipal. Souvent, tu es chanceux si tu es capable de t'engager un biologiste pour t'aider à prendre des décisions puis à faire tes plans d'aménagement. Donc, oui, il y a une grosse éducation à faire. J'ai entendu Louise. Peut-être, Louise, si tu veux préciser. Oui, bien, en fait, parce que j'ai participé à certains des ateliers, là, probablement avant la réalisation complète de l'étude que vous avez faite, je trouve ça super intéressant, tous les aspects acceptabilité sociale, ce que vous avez fait, puis tout ça. Mais je trouve ça dommage un petit peu parce que conservation volontaire, mais on répond aux questions d'un client. Dans ce cas-ci, votre client, c'est le MFFP. Malheureusement, la conservation volontaire en terre privée, en ce qui a trait à leur projet de révision de la protection des habitats fauniques, là, est très limitée. La conservation volontaire que vous définissez, c'est un engagement moral qu'un propriétaire va mettre sur son terrain, mais son fils il peut changer d'idée n'importe quand. Alors que la conservation volontaire, quand on travaille avec les organismes de conservation qui font la conservation volontaire, ça va jusqu'à des ententes légales sur lesquels il y a des incitatifs fiscaux pour les propriétaires. Le problème, à mon avis, puis là, c'est mon opinion, parce que là, les gens peuvent faire un don de terrain. Ça peut se faire des dons de terrain en milieu agricole également. Et ils peuvent aussi garder leur propriété, mettre une réserve naturelle, mettre une servitude de conservation. Ils peuvent conserver plein d'activités qu'ils font et en plus bénéficier d'un incitatif fiscal. Vous n'avez pas parlé de ça. Bien, ça, je rentrais tout ça. Je comprends pourquoi tu n'as pas besoin d'aller dans le détail. La raison derrière ça, c'est que le MFFP veut garder le contrôle. Ils veulent que ça suffise. C'est pas un reproche que je leur fais. C'est correct, mais ça va être beaucoup plus difficile que si on travaillait réellement avec des organismes de conservation qui font déjà ce travail-là
de sécuriser avec des actes légaux, des terrains, ce que les conseils régionaux d'environnement ne font pas. Alors, on veut garder le rôle du gouvernement dans la protection des habitats fauniques. On ne veut pas partager ce rôle-là avec les organismes de conservation qui le font sur le terrain. C'est un commentaire, c'est un choix qui est fait, mais moi, je pense qu'on met des bâtons dans les roues. Quand vous dites que vous avez consulté les organismes de conservation, mais pour moi, oui, les CRE en font un certain niveau de conservation, mais vous n'avez pas parlé du réseau des milieux naturels protégés. Pourtant, il existe un répertoire. Tous les outils de conservation sont définis par cet organisme-là. Alors, c'est comme si vous aviez évacué les principaux joueurs de la conservation en terre privée dans l'ensemble de votre projet. Alors, oui, mais ça je ne suis pas d'accord vraiment avec ça parce que toutes ces idées de plateforme-là, le réseau des milieux naturels va en faire partie puis va être un joueur clé. Donc, on l'a vu beaucoup dans l'atelier après qu'on a eu avec les intervenants de la conservation. Il y a des gros joueurs au Québec là, en conservation, que ce soit conservation nature, là, qui peuvent jouer aussi un gros rôle. Là, c'est juste qu'aujourd'hui, on n'avait pas le temps d'en parler. Puis, moi, je vois le règlement sur les habitats fauniques de la part du gouvernement comme le chien de garde final. Quand on n'est plus capable d'arriver à rien, là, comme dans le cas, je pense que la majorité de la conservation au Québec doit être faite par les organismes de conservation. Le RHF, je le vois vraiment comme l'espèce de chien de garde final qui permet d'éviter des dérapes avec la rainette faugrillon, là, comme on le voit. Ah oui, mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Je ne veux pas mobiliser la discussion. On pourra se reprendre à un autre moment donné. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'un propriétaire qui se voit contraint par un règlement ou par une municipalité à ne pas utiliser une partie de son territoire parce que c'est un habitat faunique, pourrait se retourner de bord et avoir des incitatifs qu'il pourrait aller chercher via les dons écologiques, via les servitudes de conservation auprès d'organismes de conservation. C'est juste Absolument. Ça, c'est comme si on manquait la fin de l'histoire. Oui, mais merci, Madame Louise. Savez-vous quoi? Parce qu'il est déjà 12h30. Normalement, ça serait déjà la fin, mais je sais que Catherine a un petit peu de disponibilité, donc on va peut-être poursuivre encore. Je ne sais pas, moi, on se donne-tu une dizaine de minutes peut-être pour répondre à des questions? J'ai beaucoup de commentaires. Je vais me concentrer surtout sur les questions. Puis, je lance ça, là. Peut-être on fera une table ronde, quelque chose d'autre. Ça suscite vraiment un bel intérêt, là, ce sujet-là. Merci à Madame Louise. J'ai ici la question, qui sont les propriétaires privés? Échantillon des propriétaires. Donc, qui étaient les propriétaires? Ouais. Ça a été très varié. Hein? Donc, il y avait monsieur et madame tout le monde qui sont propriétaires d'un petit lopin de terre, d'un petit boisé qui venaient participer à nos discussions. Il y avait les municipalités, c'est considéré comme étant du terrain privé. Ils en gèrent beaucoup de terrains privés. Donc, il y avait des représentants, des aménagistes, beaucoup, des gens qui sont du milieu municipal qui sont venus à nos ateliers. Il y avait des représentants de l'UPA. Donc, les agriculteurs sont des propriétaires privés. Il y avait les agences aussi des forêts privées du Québec. Donc, ils ont envoyé aussi des propriétaires. Donc, c'était quand même assez diversifié. Domtar était là, l'UPA était là. Donc, ils venaient vraiment parler. Ça a été hyper ouvert, hein, puis nos ateliers n'ont pas été sur la défensive. Hein. Les gens venaient exprimer un peu leurs craintes puis leurs appréhensions vis-à-vis de la conservation en terre privée. Donc, les propriétaires privés étaient très, très diversifiés. Là. On avait une belle gamme de propriétaires. Merci. On demande ici, que pensez-vous du statut de paysage humanisé et le potentiel de conservation en terre privée que des initiatives similaires peuvent apporter? Exemple, charte de paysage, etc. Ça, c'est vraiment dans la gestion du territoire là, puis de l'aménagement. Ça, je ne suis pas très... je ne sais pas si ça rentre dans les nouvelles catégories d'aires protégées là, qu'on semble vouloir valoriser beaucoup au Québec, là. Mais clairement, un paysage anthropisé a une valeur aussi en conservation. Donc, je pense que c'est pas juste les vieilles forêts qui doivent être protégées. Là. Donc, il y a des paysages anthropisés là, qui doivent aussi être protégés. Là. Mais ça rentre vraiment dans l'aménagement du territoire qui est définitivement pas ma tasse de thé. Catherine?
je tente l'expérience parce qu'ici, on a aussi une question un petit peu parallèle. On aimerait connaître votre point de vue sur les Autochtones et Inuits dans les projets de préservation. Est-ce que, par exemple, quelle peut être la force, leur présence comme levier dans le futur pour la conservation? Bien, je travaille présentement, puis c'est une belle question parce que je travaille présentement, on travaille avec les cris là, de la baie James, donc on veut tenter de s'assurer que quand on fait des mesures d'atténuation, des mesures de compensation sur leur terre, que ce soit en fonction de leur valeur. Présentement, ce n'est pas tout le temps le cas, là. Donc, on travaille beaucoup à les intégrer dans ces processus de compensation, de restauration, de conservation. Avec les Atikamekw aussi, il y a des projets de faire des aires protégées, là. On est en train de tisser des liens là, avec les Atikamekw de Manawan là, pour tenter justement de bien comprendre et d'inclure leurs préoccupations. C'est nos protecteurs du territoire. C'est comme ça qu'il faut les voir. La forêt, ils ne la voient pas de la même façon que nous et c'est une très bonne chose qu'on voit ça d'une façon différente. Là. Donc oui, il faut absolument que les Autochtones soient à la table pour négocier de la conservation en terre privée et en terre publique. Là, les aires privées, les aires protégées autochtones, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut tabler fort dessus dans les prochaines années. Là. On demande la revue de littérature présentée dans la dernière partie. Est-elle disponible? Oui, puis elle est disponible en accès libre. Donc, c'est un article scientifique qui a été publié, puis on a payé cher pour que tout le monde ait accès. Donc, je pourrais peut-être, je ne sais pas si Véronique, on peut mettre le lien. C'est disponible sur mon site web. Si vous allez voir dans les publications, là, vous pouvez juste cliquer, puis c'est disponible directement sur mon site web là, dans l'onglet publication. C'est disponible. Ça vous coûte pas une scène d'y avoir accès, étant donné qu'on voulait que ça soit accessible à tous. Là. Merci. On pourrait même peut-être l'ajouter, là, je vois avec Marie-France, dans notre section, quand on va mettre la vidéo de cette présentation, on pourrait comme ajouter un lien. Ici, les servitudes de conservation et les réserves naturelles font partie de la conservation volontaire et sont pourtant dans la plupart des cas à perpétuité. Bien, moi, c'est ça, on le rentrait plus ou moins. Quand on a fait les outils, puis je pense que c'est là-dessus que Louise voulait tabler tantôt, là, tout ce qui est servitude de conservation, les baux de conservation, les dons écologiques, on l'a rentré plus dans le volet outils fiscaux. Parce que justement, en le mettant, les gens ont des avantages à faire des servitudes de conservation. Ils ne sont plus maîtres chez soi, par exemple. Donc, c'est important que les gens comprennent la différence entre conservation volontaire où il n'y a pas de contraintes et tout ce qui est servitude de conservation, réserve naturelle, baux de conservation. Donc, dans le cas de nos discussions, on ne l'avait pas mis dans le groupe conservation volontaire parce qu'on voulait faire une claire distinction entre des outils ou sont un petit peu contraignants, mais ils ont des avantages fiscaux versus la conservation volontaire sans contrainte. Là. Mais ils ont été fortement discutés, puis c'est des outils qui sont extrêmement utiles, puis les organismes de conservation au Québec font un travail acharné pour que des servitudes de conservation soient signés avec les propriétaires. Donc ça, tout le mérite leur revient. Là. Merci. Je tiens à préciser que Benoît, je crois, a mis le lien dans la zone de discussion concernant l'article. Donc, c'est là. Donc, vous pouvez aller le copier. Et Louise qui nous dit tout à fait d'accord avec le rôle des Autochtones. Donc, je pense qu'on peut peut-être conclure là-dessus, à moins qu'on prenne une dernière question rapidement. S'il y a quelqu'un qui veut apporter un dernier, c'est bon. Donc, ben voilà. Alors, merci encore beaucoup, Catherine Turgeon, de ce temps, de ce dévouement, de ces questions. Ici, là, il y a plein de bravo, Catherine, et tout ça. Alors, c'est ce qui termine cette activité. Moi, je vous dis au plaisir de vous accueillir à notre prochaine conférence le 10 mars et je vous souhaite de passer une agréable fin de journée. Merci.